Salut, ça va? Allô? Et... Allô, Nassou? Oui, salut, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Très bien, très bien. Alors, est-ce On que... attend Fatima et Fatoumata. D'accord. Je viens de leur Ah ouais, envoyer un tu les message. vois pas encore en ligne, ouais. Non, je viens de leur envoyer un message. D'accord, d'accord. Bah, attendons un peu. D'accord. Ouais, Je leur avais dit à 15h20. ouais. Bon, d'ici 30, peut-être elles seront là. Oui, Ouais. on attend. Sinon, comment ça se passe à la fac? Ouf! Ça, ça va. Bon, on va dire que ça va. Bon. Donc, bonne occasion aussi de rendre plus visibles les activités économiques, politiques et donc, disons, mettre en valeur le leadership politique, social et économique des femmes dans tous les domaines. C'est aussi un mois de rappel d'un certain nombre d'obligations, cette occasion, des obligations internationales, des engagements internationaux que nos différents États africains ont pris donc, en matière d'égalité et donc de réduction ou d'éradication de toutes les formes de discrimination dont les femmes sont victimes, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine économique ou tout simplement dans notre société. Alors, au-delà justement de ces engagements internationaux aussi, il faut dire que le respect de l'égalité et donc la lutte pour l'égalité est aussi une affaire d'abord de respect de nos traditions africaines, du fondement matriarcal, du fondement matrilinéaire de nos sociétés africaines, donc qui nous oblige donc à, je dirais, rétablir un certain nombre de valeurs qui sont bien connues dans nos différentes sociétés. Alors, cette crise pandémique mondiale montre justement que les femmes ont une position, ou en tout cas démontrent un leadership certain, que ce soit dans la gestion de la crise ou de l'après-crise, ou même dans l'approche ou les approches communautaires dans les différentes sociétés africaines qui sont aujourd'hui, disons, confrontées à une crise à la fois sanitaire, économique et sociale. Alors, ça n'est pas un fait isolé parce que de toute façon, dans les différentes crises ou les périodes difficiles que nos sociétés ont disons, vécues, elles ont aussi montré un leadership certain en politique pendant la colonisation, dans les différentes luttes anticoloniales qui étaient engagées par nos différentes sociétés. Les femmes ont été au premier plan et ont été d'une certaine... ont montré un leadership certain en politique ou d'un point de vue social, dans les luttes anticoloniales. Donc, dans la période des ajustements structurels, qui est une crise économique aussi, elles ont démontré à travers l'engagement associatif, à travers la mise en place d'organismes de société civile, un leadership certain qui a conduit, il faut le dire, à un certain nombre d'acquis dans les droits des femmes un peu partout en Afrique. Alors, ce webinaire porte donc sur le leadership des femmes depuis cette nouvelle crise sanitaire. Et donc, nous allons donner la parole à Madame Fatimata Sow. Madame Fatimata Kizerbo, d'abord, Madame Kizerbo. Y arriver. C'est la similitude. Voilà. Madame Kizerbo,
donc qui est écrivaine et auteure de plusieurs contributions. Elle est consultante et travaille sur les relations, dans le domaine des relations d'aide et donc l'intervention dans le domaine social auprès d'individus, auprès de couples et de familles. Alors, Madame Kizerbo est diplômée en économie, en communication et en psychologie. Elle a été organisatrice bancaire et responsable audit auprès d'une institution financière internationale. Elle a été lauréate donc, du prix littéraire international indépendant à Rome avec son roman Mirage. Alors, elle est auteure de plusieurs contributions sur lesquelles peut-être elle reviendra. Donc, nous sommes très heureux de donner la parole et d'écouter Madame Fatoumata Kane Kizerbo. Et cette fois-ci, j'y arrive. Merci beaucoup à vous, Madame Kizerbo. Merci, Monsieur Ngom. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rejoindre et de partager ce moment avec vous pour échanger autour de la question du leadership des femmes africaines dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Je commencerai par dire que ce coronavirus nous a tous pris par surprise. Il a happé la terre entière avec une rapidité et je dirais même une dextérité digne des plus grands scénarios de films d'horreur. Le monde entier donc s'est retrouvé quasi terrorisé dans un premier temps. Et au niveau du continent africain, nous avons donc reçu la COVID-19 au début sans la peur gigantesque qui s'était saisie du reste du monde. Il a été perçu comme une épidémie de plus, ou si vous voulez, une pandémie, mais dans notre entendement global, ça ne changeait pas grand-chose. Et c'est ce qui fait qu'on note déjà on notait déjà une grande résilience des femmes africaines habituées à combattre le paludisme, à combattre Ebola, l'épidémie annuelle de méningite, toutes les épidémies cycliques dont presque personne ne s'émeut plus et dont les ravages font tout de même des milliers, voire des millions de victimes chaque année. Dans ce contexte de pandémie, nous avons constaté que les femmes représentent la majorité des travailleurs des systèmes de santé et de soins et qu'elles sont souvent sous-rémunérées. Nous constatons également qu'elles sont généralement majoritaires dans les autres services, tous les autres services de base, tels que les marchés, les petits restaurants ou la vente même d'aliments dans nos quartiers, et qu'elles ont été confrontées à des problématiques sans précédent de précarité, des conditions de logement et de confinement, mais également d'une surcharge de responsabilité en matière de gestion du quotidien familial en termes de cuisine, de nettoyage ou de soins. Il a été également constaté que la restriction sur la mobilité, toutes les restrictions sur la mobilité ont accru la vulnérabilité de celles des femmes qui sont victimes de maltraitance et que cela a intensifié leurs besoins en services de protection. Et il est évident que cela pose également un problème majeur de santé physique et mentale, dénoncé d'ailleurs, constaté et dénoncé par les femmes du monde entier.
ce n'est pas une particularité de l'Afrique. On peut globalement dire que le capital culturel des Africaines peut être perçu comme un cordon virtuel qui attache leur pagne, fermement leur pagne, autour des reins. Et c'est à la force de ce pagne qu'elles soutiennent leur famille et leur communauté. Elles portent tous, grâce à un caractère, je dirais, impétueux et une pugnacité sans normes, sans pareil. Elles permettent à chaque fois, stoïquement, et à chacun de relever la tête face aux aléas de la vie. Ces femmes sont médecins, juristes, elles sont chefs d'entreprise, elles sont commerçantes, elles sont agricultrices, syndicalistes, activistes, mais elles s'engagent sans embâche dans la vie associative, culturelle, politique, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie sociale et économique. Les femmes africaines, on peut le dire, sont de tous les corps de métier. Et elles allient, ce qui est formidable, elles allient avec dextérité les compétences professionnelles les plus pointues aux us et coutumes les plus sensibles. Et elles ont une maîtrise hors pair des habiletés sociales. Et dans ce sens, leur bravoure et leur capacité de prendre leurs responsabilités forcent très souvent l'admiration. Si l'on aborde le sujet de la conciliation travail-famille, qui est une aptitude dont elles n'ont généralement pas conscience, tant la gestion des affaires familiales leur est automatiquement allouée. Il est socialement normal que cette lourde tâche qui leur est attribuée ne souffre pas de contestation, même si, par ailleurs, on exprime paradoxalement, d'ailleurs, le besoin impérieux de les voir évoluer dans un milieu professionnel qui leur permet généralement de nourrir la famille entière, d'habiller les enfants et de s'occuper des frais de scolarité, entre autres. Nous ne disposons pas de statistiques fiables dans le domaine de la conciliation travail-famille, mais nous sommes persuadés que très peu de femmes bénéficient de l'aide de leur conjoint dans la gestion des travaux domestiques. Certaines bénéficient d'une assistance ménagère, payée souvent par leurs soins, mais elles doivent tout de même gérer toute la logistique de l'effectivité du bien-être familial. On constate également que les femmes africaines développent des compétences sociales énormes pour allier les structures et les valeurs familiales au contexte professionnel et dans le but de bénéficier d'une reconnaissance de la communauté. Nous avons cherché un peu autour des mesures de conciliation institutionnelle, mais elles sont quasiment inexistantes, puisque la majorité des femmes travaillent dans un milieu professionnel informel. Et donc, dans ce sens, les modèles internationaux ne peuvent en aucun cas être la référence. Dans le contexte de la pandémie COVID-19, le télétravail dont on parle beaucoup et dont on bénéficie actuellement semble être un luxe dont la majorité des femmes africaines ne peuvent bénéficier. Les fonctionnaires et les travailleurs du privé continuent à percevoir leur salaire, mais les travailleurs indépendants
et les travailleurs du secteur informel sont durement touchés et ne peuvent prétendre à aucune rémunération. On pense à tort, très souvent d'ailleurs, que les femmes leaders sont peu nombreuses, du fait qu'elles occupent en général des positions moindres en termes de responsabilité professionnelle. Et on omet sciemment de faire valoir leur leadership dans la sphère sociale, en termes d'habileté sociale et de responsabilité familiale, comme si ces aptitudes sont moins valeureuses que celles déployées dans la sphère professionnelle. Le leadership, à mon sens, n'est pas seulement lié à la sphère professionnelle. La gestion des affaires citoyennes, politiques et communautaires est d'une importance capitale dans l'organisation et pour les équilibres sociaux. Et il me semble important également de souligner que la culture des schémas, en termes de leadership, des schémas prêts à être utilisés, doivent changer. On doit changer cette culture et aller vers un leadership créatif en fonction des valeurs et des compétences. Il semble important que pour les femmes, l'on sorte du leadership hiérarchique dominant et de celui conquérant qui est basé sur les rivalités et la compétition pour aller vers un leadership qui correspond mieux à nos valeurs et à nos compétences. Si l'on considère donc qu'un leader doit savoir créer du sens, doit savoir se comporter, être capable de rallier autour d'idées stimulantes et avoir le sentiment d'accomplir une mission et de poursuivre un but plus grand que soi en servant la communauté, tout en focalisant sur les... On peut très aisément comprendre que le leadership est présent en permanence dans les domaines d'action des femmes. Le leadership, donc on pourrait dire que le leadership des femmes africaines est aujourd'hui incontestable. Elles jouent un rôle majeur dans toutes les sphères de la vie sociale et elles s'imposent en partenaires déterminés à participer activement à la conduite du changement de société. L'extrême pauvreté de la majorité des femmes, leur faible accès à l'éducation, à la formation, aux soins, à la terre, aux ressources, l'immensité des problèmes d'assainissement causés par l'absence de raccordement à l'eau potable, la difficulté de la conciliation travail-famille dont on a parlé tout à l'heure, le non-respect de leurs droits et la non-reconnaissance de leurs valeurs ajoutées, malgré leur engagement fort et absolu dans tous les secteurs économiques et particulièrement et principalement dans les secteurs agricoles et informels, pose de plus en plus un problème éthique auquel il faudrait faire face. Nous avons une multiplication des lois. Face donc à cette multiplication des lois, des résolutions et à l'inefficacité de leur application pour un meilleur équilibre social, les femmes du continent, par leur engagement sur des fronts multiples de travail, d'apaisement, de dignité et d'abnégation, portent sur leurs épaules, qui sont apparemment frêles, les espoirs de tout un continent.
pour sublimer leurs actions diverses et concrètes sur le terrain. Dans ce contexte particulier de pandémie, les femmes demeurent une force de proposition incontournable et elles méritent d'être entendues et associées à toutes les décisions sociétales, économiques et politiques majeures, où leur leadership ne sera pas une exception, mais la norme. Les femmes africaines veulent aujourd'hui sortir des statistiques négatives des pouvoirs publics nationaux et internationaux pour faire triompher l'égalité sociale contre les certitudes obsolètes. Et pour ce faire, nous pensons que la solution se trouve dans l'émergence de femmes et d'hommes accomplis et attentifs en toute conscience à la problématique de l'équité du genre. Je pense que ce sera mon premier propos et que nous pourrons continuer plus tard après Madame Sow. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Kizerbo, pour ce brillant exposé qui survole brièvement toutes les dimensions aujourd'hui de la crise, à la fois au plan économique, avec toutes les restrictions que cela occasionne, et effectivement, la façon dont les femmes subissent justement ces différentes restrictions sociales et économiques qui peuvent avoir des impacts ou très différenciés en fonction du genre. Et donc, restreindre l'activité économique, oui, des classes moyennes, mais surtout des catégories les plus vulnérables, dont ces femmes qui ne sont pas souvent prises en compte vous l'avez élucidé, notamment dans le confinement et donc le télétravail, dont elles ne bénéficient pas souvent. Et dans un contexte où nos États aussi ne peuvent pas financer, disons, une politique sociale qui supporte, qui compense ce défaut ou cette réduction de leur activité sociale. Mais malgré toutes ces formes de discrimination, malgré toutes ces difficultés qu'elles subissent plus que les hommes, elles montrent quand même un leadership et une résilience, disons, hors du commun, parce que de toute façon, elles contribuent aujourd'hui activement au plan médical ou au plan communautaire à ce qui fait la force et donc qui renforce la résilience de nos économies, mais surtout de nos familles. Alors, avant de revenir à vous, nous allons continuer la discussion en donnant la parole à cette fois-ci Madame Fatoumata Kane Sow, qui aura environ une trentaine de minutes avant qu'on engage une discussion sur les deux exposés et donc des interactions avec éventuellement d'autres questions. Alors, Madame Fatoumata Sow, vous avez la parole.
Ah. Elle est là, mais je ne sais pas si son micro est ouvert. Peut-être qu'il faut envoyer un message pour voir si elle nous Oui. reçoit. D'accord, mais ce que je vais faire... Parce que je ne la vois même plus. Elle se reconnecte, hein. Elle est en train de se reconnecter. Je pense qu'elle avait des soucis. Elle est bien là maintenant. Madame Sow, vous nous entendez? Madame Sow? Madame Sow? Elle n'entend peut-être pas. Oui. Son micro est désactivé. Oui, effectivement. Elle est là, mais son micro est désactivé. Il faut peut-être lui écrire dans le chat. Il y a le Oui. chat, je Oui. sais pas. Je lui ai envoyé un message, mais Oui, bah oui, je vais écrire. C'est bon? Oui, Oui, c'est elle bon. est là. Là, on t'entend. Ah, c'est bon. Ah, d'accord. Donc, je disais que c'est un plaisir pour moi et un honneur de rejoindre donc, les webinaires de Nubian pour la deuxième fois. La première fois en tant que personne intéressée qui avait suivi donc, un débat de très haute facture, mais cette fois-ci en tant qu'intervenante. Donc, je commencerai à remercier Madame Kizerbo, Fatoumata, donc, qui est presque mon homonyme. Hein? Fatimata. Moi, c'est Oui. Fatimata. Vous, c'est Fatoumata. Donc, c'est une petite différence donc, quand on écrit les noms, mais c'est presque la même chose. Nous sommes en majorité là. Oui, effectivement. Aujourd'hui. On va dicter notre loi aujourd'hui alors. Profitons-en. Ouais. Donc, je disais que c'est un plaisir pour moi donc, de participer à ce webinaire qui a pour thème la crise sanitaire mondiale et leadership des femmes africaines, qui s'inscrit bien sûr donc, dans le thème du mois de mars, du mois donc, des femmes, comme on a l'habitude de dire, avec un thème à l'échelle mondiale intitulé Leadership féminin, réaliser un avenir égalitaire dans un monde COVID-19. Donc, on est dans le même sillage et là, c'est spécifique donc, aux femmes africaines. Et là, je vais peut-être donc empiéter donc, le pas à Madame Kizerbo et dire que cette pandémie de COVID-19 nous a surpris tout le monde, Elle a d'abord surpris même les scientifiques, a fortiori nous qui ne sommes pas donc des scientifiques, du côté de la santé bien sûr. Donc la pandémie de COVID-19 est devenue vraiment une crise sans précédent dans le monde. Et on constate qu'elle a fortement secoué les économies des pays, allant même jusqu'à donc un abaissement extraordinaire donc des taux de croissance. Si on prend l'exemple du Sénégal, qui avait un taux de croissance de 6,7% en 2019 et qui se retrouve avec un taux de croissance de presque 1% en 2021, c'est dire que la COVID-19 a fortement secoué les économies des pays. Mais ce qu'on constate, c'est qu'elle a surtout affecté donc, les moyens de subsistance, la stabilité économique, bien sûr, et surtout maintenant, la sécurité de nombreuses familles et communautés, particulièrement en Afrique. Nous, en Afrique, on sait que le continent africain, c'est un continent donc, qui est caractérisé comme étant le continent presque le plus pauvre. Donc, avec l'avènement de la COVID-19, donc, on voit ce que ça va faire donc, au niveau de nombreuses familles. Des mesures de prévention ont été prises par les États, c'est normal, parce qu'il y a un virus qui vient d'infecter le monde entier. Comme il n'y a pas encore de solution définitive pour ce virus, des mesures de prévention ont été donc mises en place. Et dans ces mesures de prévention, donc, outre le respect des mesures barrières, il y a aussi donc le confinement que les scientifiques ont jugé nécessaire pour lutter
contre la propagation du virus. Donc, on a vu que ces mesures de prévention, combinées au confinement, ont tout simplement introduit de profondes perturbations et ont eu des effets, surtout donc, sur les femmes et les filles du continent africain. Parce qu'il y a plusieurs défis qui ont été posés donc, à ces femmes, parce que la COVID-19, à l'instar, bien sûr, donc, des nombreuses crises qui ont eu tout simplement donc, à avoir, a montré que les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée. Et en général, c'est elles qui se trouvent à l'avant-garde de la lutte contre la pandémie. Ce qu'on a constaté, c'est que les femmes, comme étant les couches les plus vulnérables, ont tout simplement donc un risque plus élevé. Surtout de voir tout simplement donc leur source de revenus, de perdre leur source de revenus. Quand on sait que la plupart de ces femmes évoluent dans le secteur informel. Madame Kizerbo l'a dit tout à l'heure, même les femmes qui ont un emploi à temps plein ont été fortement secouées. Il y a certaines parmi elles qui ont tout simplement été amenées au chômage technique. Et on a vu au Sénégal donc, les différentes mesures qui ont été prises donc, par les autorités étatiques en prenant bien sûr donc, une ordonnance qui exige des employeurs tout simplement donc, de ne pas licencier les salariés. Mais on a vu à la suite ce qui s'est passé avec une perte donc, énorme d'emplois. Donc, certaines d'entre elles sont mises au chômage technique, d'autres qui conservent leur emploi, mais qui font du télétravail. Et le télétravail, donc, c'est une nouveauté chez nous. Est-ce que le télétravail arrange la femme africaine? Si on sait que la femme africaine a beaucoup de choses à faire dans son foyer. Ce n'est pas notre culture, le télétravail, mais on va essayer, donc, avec l'avènement de cette pandémie, de l'intégrer dans notre culture, parce que tout simplement, on ne sait pas ce que demain sera. Peut-être un autre virus, on ne le souhaite pas, mais il faut toujours donc avoir donc il faut faire toujours des prévisions et ne pas être surpris comme on l'a été donc avec le coronavirus. Pour dire que la plupart des femmes évoluant dans le secteur informel, il sera extrêmement difficile pour ces femmes-là de pouvoir garder le revenu. Et on sait que ces femmes qui évoluent dans le secteur informel ne bénéficient pas en général de la protection sociale. C'est extrêmement rare de voir une femme qui est dans le secteur informel et qui a souscrit donc à une mutuelle ou bien à une assurance. C'est une question de culture. Peut-être que ça va venir dans le temps. Mais il n'y a que les femmes fonctionnelles et les femmes qui évoluent dans le secteur privé qui bénéficient de cette protection sociale. Mais maintenant, ces mesures de prévention, combinées au confinement, combinées aussi à la fermeture des écoles et des garderies, va créer un énorme problème à ces braves femmes africaines. Parce que ces femmes-là, elles vont devoir tout simplement concilier cette crise avec leurs obligations au sein des foyers. Madame Kizerbo a eu à le dire tout à l'heure, la conciliation donc travail-famille, malgré la crise économique. C'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Et là, donc, nous, on va tout simplement s'interroger sur le leadership africain face à la crise sanitaire. L'impact de la COVID face au leadership africain féminin. Et là, ça va nous permettre de montrer tout simplement la capacité de résilience extraordinaire des femmes africaines. Et ce qui sera pour nous, bien sûr, donc l'opportunité de montrer la détermination, mais aussi la créativité de ces femmes africaines, malgré les conséquences économiques, sociales donc, de la COVID-19. Une situation sanitaire extrêmement difficile à laquelle il faudra faire face. Comment faire donc, pour les femmes qui font du télétravail, en même temps assurer donc, la garde des enfants à la maison, assurer donc les tâches ménagères et ensuite donc faire le travail. Conciliation extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Pour le milieu professionnel, pour le milieu informel, Madame Kizerbo l'a dit tout à l'heure, on a un problème de statistiques.
pour voir exactement donc, le taux de femmes qui évoluent donc, dans le secteur informel. On n'a pas assez donc, de statistiques donc, pour le voir. Et ce qu'on voit exactement, c'est que la COVID a plus touché ces femmes travailleuses indépendantes et celles qui évoluent dans le secteur informel. Maintenant, ce qu'il y a à dire de voir, c'est tout simplement donc face à cette crise et face à cette capacité de résilience dont les femmes africaines font montre, quel sera tout simplement l'apport du leadership féminin africain. Ces femmes braves, Mme Kizembo l'a dit tout à l'heure, elles ne sont pas nombreuses sur la liste, hein, malheureusement. Elles ne sont pas nombreuses sur la liste parce que quand vous consultez donc, la liste et que vous voyez donc, dans le leadership africain, vous voyez que les femmes sont rares. La liste, donc, on ne voit pas beaucoup de femmes. Pourquoi on ne voit pas beaucoup de femmes? Parce que tout simplement, il y a beaucoup d'hommes dans nos... Ça, c'est la société africaine qui est comme ça. C'est le patriarcat, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la religion. Il y a beaucoup de facteurs qui font que les hommes n'aiment pas tout simplement donc, se soumettre à ce leadership féminin. Et même les femmes, nous n'aimons pas, nous ne voulons même pas se soumettre donc, à ce leadership féminin. Donc, tout un problème, tout un tas de problèmes qu'il faudra tout simplement chercher à élucider. Parce que pour le leadership, Mme Kizembo l'a dit tout à l'heure, le leadership, maintenant, il est tout simplement un concept pluriel. Hein. Auparavant, on considérait que c'était un concept individuel. Et moi, je dis que je n'ai jamais partagé cette définition. Dans la mesure où le leadership, c'est une qualité qui est incarnée par un seul individu. Mais cet individu a toujours été tout simplement donc secondé de conseillers. Les conseillers, donc, qui soit ils sont officiels, soit ils fois donc qu'il y a un chef, ou bien une femme qui incarne un leadership. À côté, il y a des conseillers donc, qui sont derrière. Donc, moi, je partage plus donc, cette conception plurielle et qui est même plus, plus juste, on dit, je dirais, qui est même plus juste dans la mesure où ceux qui travaillent dans l'ombre sont reconnus maintenant donc, dans la définition donc, moderne qui a été donnée au leadership. Mais nous, en tant que femmes africaines aussi, on doit se poser la question à savoir, nous, quel est le leadership qui arrange la femme africaine? C'est important qu'on en parle, c'est extrêmement important. Parce que le leadership, c'est quoi? C'est la capacité d'orienter et de mobiliser durablement un groupe d'individus vers l'accomplissement donc de buts précis. Mais ce qu'on constate, nous, chez nous, je l'ai dit tantôt, donc il y a beaucoup de facteurs qui ne permettent pas de mettre en exergue donc, le leader féminin carrément. Il y a le facteur de la religion, là, il y a le facteur des traditions, là, il y a le facteur tout simplement donc, de la culture aussi, donc sénégalaise, mais surtout donc, du fait que depuis, donc c'est la question du genre qui revient en général, et même nous, on voit que même dans nos législations, dans le code de la famille, on parle de la puissance paternelle. On met toujours en aigle ce primat de masculinité sur la féminité. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait tout simplement donc, essayer donc, de voir et de proposer aussi donc, des actions de riposte pour atténuer donc, ces impacts négatifs que le coronavirus a eu donc, sur les populations, mais principalement donc, sur les femmes, qui sont considérées comme étant les plus vulnérables. Comment faire pour renforcer les systèmes de subsistance de telle sorte que les femmes, tout simplement, puissent donc avoir donc, une certaine résilience face aux catastrophes sanitaires ou bien aux catastrophes donc, climatiques, ça dépend. Et par rapport à cela, donc, on a vu qu'il faudra que le leadership africain, féminin africain puisse tout simplement donc, être secoué. Il faut tout faire pour que ce leadership, qu'on se batte pour que ce leadership devienne un principe et non plus une exception en Afrique. Et même dans le monde entier, hein, même si les autres pays, moi je me dis que même dans les autres pays, le leadership féminin n'est pas mis en exergue. Et on sait que pour faire une société, il faut qu'il y ait donc une synergie de plusieurs horizons. Et là, les femmes ne doivent pas être
donc en rade par rapport à ça. Et pour cela, donc, il faut donc une implication, impliquer davantage donc, les femmes dans la gestion des biens, dans la gestion des ressources, et leur donner donc plus de place dans les instances de décision. Au Sénégal, on a voté la loi sur la parité, mais nous tous, nous savons comment ça se passe, cette loi sur la parité. Elle n'est applicable que si ça arrange les hommes, mais elle n'est pas appliquée donc, de façon effective. Donc, il faut que nous nous battons aussi pour que cette application donc, soit effective dans toutes les instances de décision. Et là, ça va nous permettre donc, de pouvoir porter ou le flambeau du leadership donc, féminin africain. Donc, voilà plusieurs questions qui peuvent être donc, suscitées par un tel thème, un thème qui est extrêmement riche et là, qui ne peut pas être, bien sûr, donc, traité dans un laps de temps, donc dans 1 heure ou bien 1h30. Donc, on fait tout simplement un ramassé en attendant maintenant que d'autres questions puissent tout simplement être soulevées et voir tout simplement comment on va essayer de répondre à ces questions. Mais surtout dire aussi que les femmes les plus impactées qui sont dans le secteur formel, ce sont les femmes qui évoluent dans la restauration et le tourisme. Ça aussi, c'est extrêmement important. Vous voyez donc des femmes qui ont vu tout simplement leur activité soit interrompue, soit tout simplement fortement diminuée. Maintenant, comment faire pour donc appréhender l'après-Covid, donc la relance, comment le leadership féminin africain doit tout simplement se positionner face à cette relance et face tout simplement donc à ce qu'on peut préparer pour le post-Covid. Donc voilà autant de questions, autant de problématiques que nous pouvons tout simplement agiter dans le cadre donc, de ce sujet et essayer donc de trouver donc, des solutions, des actions donc, de riposte qui vont nous permettre de faire face à n'importe quelle crise, que ce soit une catastrophe sanitaire, que ce soit une catastrophe climatique. Donc, cela dépend donc et montrer tout simplement que nous avons donc cette capacité de résilience et que nous pourrons tout simplement faire face à n'importe quelle catastrophe. Voilà donc de façon très ramassée donc, mes premiers propos, en attendant maintenant donc, de faire le tour et de voir donc, s'il y a des questions qui pourront nous permettre donc, d'approfondir. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, chers collègues, Madame Fatimata. Je rappelle que Madame Fatimata Sow est enseignante-chercheur à l'Université de Dakar. Elle est donc au département de droit privé et donc spécialisée dans les questions de droit de la famille, de protection des enfants, voilà, globalement. Donc, merci pour votre exposé qui relate aussi différentes dimensions à la fois sociologiques dans les relations disons, la place que les femmes occupent dans nos différentes sociétés africaines et donc les possibilités de concilier vie de famille et vie professionnelle chez les femmes en Afrique, finalement des choses qui en réalité montrent non seulement les conséquences de cette crise sur la condition sociale et économique des femmes, mais qui montrent aussi justement l'état des droits des femmes et l'état de l'égalité dans nos sociétés, même avant la COVID. Parce que la COVID, finalement, à mon avis, ça c'est mon analyse personnelle, ne fait qu'exacerber justement ces inégalités, mais c'est justement parce que nous n'avons pas pu régler un certain nombre de questions sociales, culturelles, économiques, que cette crise est encore plus, justement, disons, dramatique ou a des conséquences plus exacerbées chez les femmes. Donc, ça pose aussi un certain nombre d'enjeux féministes dans la période post-Covid pour permettre à nos différentes sociétés, en s'engageant dans la voie de l'égalité, de se préparer à d'autres crises et donc de renforcer leur niveau, disons, de résilience. Donc, voilà, donc, je vous remercie, nous vous remercions tous pour cette brillante présentation
Et donc, je m'en vais donner la parole à tous ceux qui ont suivi, et donc pour voir s'il y a des questions, quelques contributions de votre part. Vous pouvez juste lever la main. Donc, je pense que Ndeye Astou pourra voir. Moi-même, je pourrais voir, je crois, en tant qu'administrateur, en tant que modérateur. Effectivement, pour les questions. tu pourras voir. Sinon, moi, j'aurais une question, Saliou. Oui. Pour les deux intervenantes, c'est concernant les femmes, pas seulement les femmes entrepreneurs ou les femmes travailleurs forcément, qui sont en fait dans ce qu'on appelle le secteur formel. Celles qui sont dans le secteur informel ou qui vivent dans le milieu rural. Il y a aussi un certain leadership. Moi, je dis souvent qu'il y a un leadership qui se dégage peut-être du haut. Lorsqu'il s'agit des femmes occidentales, on a vu les femmes chefs de gouvernement, chefs d'État, Angela Merkel, etc., justifier un certain leadership féminin occidental. Mais chez nous, en fait, quand je dis chez nous, c'est surtout en Afrique, on a ce qu'on appelle une cellule familiale déjà, où se dessine un certain leadership. Lorsque la maman s'active par rapport aux gestes barrières, par rapport à comment limiter la propagation de la maladie. Est-ce que c'est en réalité un certain leadership? Est-ce que ça peut produire quelque chose au niveau national, partir de cette cellule familiale-là en passant par le niveau, on va dire, communautaire jusqu'au niveau national? Est-ce que ce serait un nouveau leadership en fait, qui émanerait de ce petit geste au niveau de la cellule familiale? C'est cette question-là que j'avais. Je ne sais pas ce que les intervenantes en pensent. Merci Ndeye Astou. Donc, je pense qu'elles peuvent répondre. Oui. C'est posé aux deux intervenantes, mais... Sinon, il y a deux participants qui ont levé la main aussi. Il s'agit de Adama Diagne et Mam Traoré. On va déjà essayer de répondre à votre question. Il me semble que c'est un véritable leadership et c'est le plus important des leaderships à mon sens. Effectivement. Le problème qui se pose, c'est quelle valeur donnons-nous à ce leadership? C'est quelque chose qui n'a jamais été valorisé, qui a toujours été présenté comme quelque chose de très réducteur. Maintenant, dans un contexte particulièrement compliqué et difficile, on se rend compte que c'est ce qui soutient même, j'allais dire, la société. Donc, nous sommes obligés de repenser le leadership. C'est pour ça que je dis, lorsqu'on parle de leadership, on voit tout de suite la sphère professionnelle, en tout cas hors contexte familial. Maintenant, nous sommes obligés de nous repositionner et de nous re-questionner sur la dimension de la force de ce qui se construit au niveau de la cellule familiale. Et je pense, si c'est pour répondre à la question, que c'est là le véritable leadership et le principal leadership des femmes qui n'a jamais été valorisé malheureusement. Effectivement, Madame Kizerbo, je vais vous emboîter le pas et dire qu'effectivement, ce leadership, il est important qu'on le reconnaisse. Et malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, ce leadership au sein même de nos ménages n'est pas reconnu, excusez-moi. Et là, il faudra dire que tout simplement, on peut songer à repenser la notion de leadership dans la mesure où l'origine de l'influence qui est dans le leadership, cette origine, elle peut être formelle comme elle peut être informelle. Elle peut être formelle dans la mesure où c'est une hiérarchie qui confie la fonction, donc par exemple managériale à quelqu'un,
donc au sein d'une organisation, mais aussi elle peut être informelle. Lorsque la capacité donc d'influencer le comportement donc des gens ne vient pas dans une structure formelle. Donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est le moment de repenser donc à cette notion de leadership féminin, de leadership donc surtout féminin, comme on est dans le cadre du leadership féminin. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à tous les trois finalement, Ndestou aussi. Alors, moi, j'aimerais aussi poser cette question, sinon une petite intervention. D'ailleurs, quand vous parlez de privé et de public finalement, est-ce que ce qui se pose, ce n'est pas une question plus générale? Parce que moi, j'ai l'impression aussi, et c'est l'une des hypothèses que j'ai dans mon livre, que plusieurs associations, notamment féministes, ont insisté pendant longtemps sur les questions de leadership et d'égalité dans le public, en finalement laissant de côté les questions d'égalité dans le privé, notamment, et on fait une sorte de séparation entre l'espace public et l'espace privé. L'espace public qui serait le lieu où devrait être effective l'égalité, et l'espace privé qui, elle, voilà, a très peu changé, où il y a encore des dynamiques inégalitaires très présentes. Et est-ce que cette séparation qui, dans la vraie vie, parce qu'il n'y a pas réellement une séparation dans le monde réel, en l'espace privé et l'espace public, est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train de voir, ça n'est pas les conséquences de cette séparation dans les revendications sur le leadership et sur l'égalité, globalement? Bon, particulièrement, moi, j'ai travaillé particulièrement sur le contexte sénégalais et le discours des organisations des droits des femmes. Oui, bon, on vous entend bien, mais pourquoi, moi je vais vous retourner la question, pourquoi vous pensez que ce sont les organisations des droits des femmes qui ont donné plus d'importance au leadership hors cadre familial? Pourquoi vous pensez global? Est-ce qu'on a le droit d'indexer les organisations qui militent pour les droits des femmes? Monsieur Ngom. Alors, je ne dis pas que finalement, c'est le seul facteur qui l'explique, mais quand vous analysez et quand on se concentre sur les revendications de la plupart de ces organisations, elles se focalisent plus sur l'émancipation économique, l'inclusion financière, les questions de leadership politique, et donc très peu de revendications d'ordre privé finalement. Et donc, on se rend compte, l'égalité devient de plus en plus réelle au sens arithmétique et numérique dans l'espace public, mais que cette égalité, elle est très peu effective dans l'espace privé. Alors que dans le monde réel, finalement, il n'y a pas cette séparation sociologiquement entre l'espace privé et l'espace public. Et que tant qu'il n'y a pas une égalité dans le privé, il ne peut y avoir une égalité dans l'espace public. Mais est-ce que cette égalité dans le privé est facile à avoir? Alors, c'est là la question. On va laisser peut-être, il y a 4 mains qui se sont levées. Ils vont essayer de répondre à la question ou d'intervenir. Je vois Madame Khadi Si Odela, Aminata Barrow, Mam Traoré et Madame Adama Diagne. Donc, on va commencer. Je pense qu'il y avait d'abord Madame Khadi Si Odela, ensuite Mam Traoré, ensuite Madame Diagne et puis Madame Barrow. On n'entend pas, Khadi. Le micro est fermé. D'accord. Est-ce que là, ça va mieux? Oui. Oui. Très bien. Je vous dis bonjour à chacun, à tout le monde. Moi, je vous appelle
la France, donc, et j'ai vu un petit peu tout ce qui s'est échangé. Je fais miroir, hein, je fais miroir entre ce que je suis et ce que je vis ici. Voilà. Donc, pour juste une intervention, pour revenir sur 3 points, qui seront 3 points et demi, pour revenir sur ce que disait Madame Gaye par rapport au leadership. De mémoire, historiquement, c'était du matriarcat, si on revient bien sur l'histoire. La mère, la sœur, la tante, la cousine, c'était toujours la femme qui était au milieu de tout, qui était le pilier par laquelle partaient plusieurs options pour que les hommes puissent œuvrer et faire la justice au sein d'une concession, si on est bien d'accord. Donc, juste ça, c'est pour relever. Après, on revient sur ce qui était du leadership, de considérer le leadership pluriel. Ça, je pense que c'est quelque chose, ce serait une initiative la plus excellente qui puisse apporter des réponses aujourd'hui à notre société sénégalaise, où on a divisé tellement la femme dans tout ce qu'elle est comme sensibilité pour essayer de la démobiliser, que ce serait bien qu'on revienne à l'essentiel et que chaque parole compte. Chaque femme signifie quelque chose différemment, mais on va dire concrètement, parce que la femme, c'est l'action, ce n'est pas la théorie. Elle est toujours en activité. Elle pense vite. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la théorie. Elle pense vite, elle fait aussitôt. Donc, c'est ça qui fait qu'on n'a pas cette phase rationnelle avec l'homme qui, lui, médite, pense, partage et peut-être prend une décision. C'est ça qui fait la différence, à mon sens, avec l'homme. Et c'est ce que je vois. Je ne suis pas si jeune que j'en ai l'air. Je suis une petite vieille, on va dire. Après, je reviens sur la méthode, donc, contrairement à la méthode grégaire, qui fait qu'il y a presque une anarchie qui se met en place. Un groupe d'individus qui marche au sens d'une seule personne, d'un seul sens ou d'une seule opinion. Et c'est ça qu'il faut éviter que nous, femmes, nous fassions. C'est ce qui se fait actuellement sous le joug masculin, quelque part. Je pèse mes mots. Donc là, c'est ce qui ferait l'avantage pour la femme, c'est pas trop la résilience, mais je parle plutôt de son endurance, de son engagement et de l'objectivité dont elle peut faire, quand elle n'est pas de mauvaise foi, de l'objectivité dont elle peut faire force chaque fois. C'est ça qui fait pour moi la femme pour salvateur de la société telle qu'on la voit. Après, pour revenir sur le Covid, je préfère utiliser le, parce qu'au début, c'était le. Il était tellement compliqué qu'on va le laisser aux hommes, je crois. Je l'appelle le Covid. Pour moi, a été une caisse de résonance sur tout ce qui s'est dit. Moi, personnellement, je suis femme. Vous parliez des femmes occidentales avec, on va dire, les exemples de certaines femmes qui ont été mises plus ou moins. Moi, je suis femme ici, responsable parce que entreprise familiale. Je n'aurais pas été mariée avec mon mari chef d'entreprise, je n'aurais pas pu avoir un poste de direction. Il faut quand même le savoir. Je veux monter mon entreprise moi-même et c'est très, très difficile. Très difficile de laisser une femme mettre en place une entreprise, même en France. Donc, quelque part, ça se rejoint. Ça se rejoint. Ce n'est pas qu'au Sénégal, ce n'est pas qu'en Afrique que le problème se pose. Il est différent. Il est différent, il est peut-être moins amplifié. Voilà, pour moi, le Covid est quelque part une caisse de résonance sur tout ce qui est corrélation avec la société, corrélation avec la profession, corrélation avec la démographie. Ça n'a fait qu'amplifier quelque chose qui était là, sous-jacent, qui attendait son heure juste pour se mettre en place. Et c'est là qu'on se retrouve avec un mal nécessaire. Un mal nécessaire, pas forcément quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'on s'y fait, on va s'y faire, on est obligé de s'y faire. Donc, on n'a pas le choix. Je fais miroir Europe-France, je fais miroir Afrique-Sénégal. Je me retrouve à des similitudes sur la vie quotidienne, à des difficultés professionnelles. Moi, je suis dans le transport routier, donc il y a toujours du mouvement, il y a toujours de l'activité. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Les restaurants, par exemple, le tourisme, on en parlait. Il y a bien d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Les maladies, parce qu'il n'y a pas que le Covid, il y a beaucoup de personnes malades. Moi, je vois des gens qui ont le cancer. Je vois des gens qui ont des petites maladies tout le temps, qui ont la dépression, également des gens seuls ici, des grands-mères que je vais voir, ce qui ne se fait pas ici, des grands-mères isolées que je vais voir, des personnes que je vais faire enterrer
et ces gens-là sont seuls. Donc, le Covid, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais dont on ne parle pas et qu'on ne dit pas non plus au Sénégal. Je ne sais pas comment l'impact, au fur et à mesure, se met en place. Par rapport à l'Afrique, je crois que, voilà, si ce n'était pas les morts, je dirais que c'est une caisse de résonance pour moi. Après, on arrive sur toutes les habitudes sociales, les habitudes alimentaires, les habitudes de travail, éducation, logement, relations du couple. Tout ça qu'il va falloir juste modifier. Ce qui est dur, c'est la modification. Ce qui est dur, c'est de se dire, je vais changer. Mais comment changer? On le sait. Les solutions, on les a toujours eues. Ces problèmes que nous vivons aujourd'hui, moi, on va dire, de loin, mais j'ai tout le monde qui me parle tous les jours, on a toujours eu les solutions. C'est peut-être qu'on n'avait jamais eu l'occasion ou pas le courage de le faire. Maintenant, on y est. Il va falloir le faire. Les femmes, on a réclamé, on est là. Il va falloir prendre comment on appelle ça, le sceptre. Il va falloir le prendre et il va falloir agir. Parce que ce qui est bien, c'est que depuis 52 ans que je suis en vie, j'ai toujours milité, on a toujours parlé, mais moi, j'attends les actions. Peut-être reviendrai-je au pays à ce moment-là, parce que pour l'instant, si j'y vais, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne perçois pas encore cet élan manque encore à l'Afrique, au Sénégal notamment, et je pense que ça viendra de là. Moi, je pense que la femme portera cette bulle d'oxygène dont le pays a besoin. Je le dis, je le maintiens. Et à ce stade, 61 ans plus tard, je le maintiens également. Voilà ce que j'avais à dire. Et grâce au Covid, peut-être qu'on va y arriver malgré les bilans lourds que nous déplorons. Voilà, je vous remercie. Alors, merci. Merci beaucoup. Dassou, il y a une autre question peut-être? On n'entend pas. Dassou n'a pas désactivé le... Oui, désolé. C'est Mam Traoré, ensuite Adama Diagne et Aminata Baro. Oui, bonjour. Alors, moi, je parle de Paris également. Et ce que je voulais dire par rapport à tout ce que j'ai entendu, je suis désolée, j'ai pris en cours, donc je n'ai pas entendu le début de ce qui se passait, de ce que vous avez, enfin, des interventions. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, ce qu'on note, en tout cas par rapport au Covid, c'est qu'il y a eu une grande prise de conscience par rapport au leadership des femmes. Je pense qu'il y a eu pas mal de révélations, dans le sens où, effectivement, on s'est rendu compte que cette pandémie mondiale était révélateur de pas mal de faits cachés, de pas mal d'ambitions cachées, et que finalement, on vit dans un monde où le plafond de verre existe. Il existe sur pas mal de sujets, notamment sur la question de leadership féminin. On a beau en parler, on a beau se battre, il y a beaucoup de combats qui sont menés, mais l'inégalité en termes de l'inégalité salariale, le fait d'occuper des postes à responsabilité, malheureusement, est toujours autant limité, même s'il y a eu des améliorations. Et je pense que depuis le Covid, on a vu une explosion de création d'entreprises, que ce soit des entrepreneurs sur le web ou des entrepreneurs dans d'autres secteurs. Personnellement, moi, ça m'a révélé. Et on se rend compte que le salariat, finalement, nous empêche de faire ce qu'on avait envie de faire. Et en gros, le leadership, il a toujours été là, mais parce qu'on a été éduqué comme ça, parce qu'on a toutes en fait des obligations, on a des obligations que ce soit familiales ou autres, qui nous empêchent finalement, ou qui nous empêchaient en tout cas jusque-là de nous révéler, enfin de révéler en tout cas cette fibre entrepreneuriale. Et moi, je connais énormément de gens qui se sont révélés sur cette dernière année et qui se sont dit, bah stop, soit ils ont créé leur entreprise en parallèle de leur travail actuel, entre guillemets, ou soit parce que malheureusement, ils ont subi une perte d'emploi suite à tout ce qui se passe. Et du coup, ils se sont dit, bah, c'est le moment ou jamais. Parce que, en fait, moi aussi, je dis le Covid, hein, j'ai du mal avec la Covid. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a qu'une vie
Et ce leadership-là qu'on mène de front, que ce soit à la maison, parce qu'effectivement, on parlait de leadership dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle. Dans la sphère professionnelle, malheureusement, elle est limitée pour les femmes. On a beau dire, les améliorations sont là, mais on y arrivera peut-être plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, le seul moyen, en tout cas, que moi, je vois pour affirmer son leadership, c'est de créer son entreprise, c'est ou en tout cas participer à la création d'entreprise et être là dès le début. Parce que quand on y arrive, en tout cas, c'est plus compliqué de monter les marches et de s'affirmer en tant que leader parce que c'est comme ça. La société est comme ça. La société fait que malheureusement, on a ce plafond de verre, que ce soit dans cette optique. Donc, du coup, moi, c'est l'observation que j'ai faite, c'est que le Covid nous a permis de nous révéler, de montrer ce qu'on a en nous. Effectivement, dans la sphère privée, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est plein, on a été pas mal de femmes à vivre en télétravail pendant le confinement. Donc, peut-être que ce n'est pas exactement la même chose qui s'est passée à Dakar, mais nous, en tout cas, on a été obligés de travailler de la maison, de nous occuper en même temps de nos enfants, d'assurer les cours des enfants, d'assurer le repas en même temps, d'assurer... et évidemment d'être performant au travail. Donc, ça a entraîné qu'il y a eu pas mal de prise de conscience sur le fait que finalement, on est des leaders tout le temps parce que c'est à nous de mener pas de mener, mais en tout cas d'organiser la famille de telle sorte que tout le monde soit... Pardon ? Je dis c'est une organisation. Voilà, c'est ça. D'organiser la famille, exactement, et de s'organiser également professionnellement. Donc voilà, c'était ma contribution par rapport au leadership des femmes face au Covid-19. Merci bien, merci. Question suivante. Moi, je ne vois pas les gens qui lèvent la main. Ndayastou, peut-être que tu pourrais... On a Adama Diagne, ensuite Aminata Baro. Adama, d'abord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour spécialement à la Ndiayen que j'apprécie. En plus, je ne t'avais pas reconnue. Bah oui, les Diobènes, elles se cachent toujours. Donc, effectivement, voilà. J'ai bien vu. Alors, moi, je suis vraiment contente. J'ai pris le train en marche, mais avec une belle vitesse. Et c'est très, très intéressant tout ce que j'entends. Alors, moi, je suis en Île-de-France. Du coup, je pense qu'on a tous, ou toutes, pas tous, hein, parce qu'on a des messieurs aussi dans le panel. Et je pense qu'on l'a tous vécu différemment. Ce qui est bien à savoir, c'est que moi, je n'ai pas de doute sur le leadership féminin. Je n'ai aucun doute parce que je vais commencer par là où la précédente a terminé, c'est de dire que nous avons tenu ces maisons. Nous avons tenu nos maisons avec nos objectifs professionnels, nos objectifs familiaux. En tant que maman ou pas maman, c'est pas grave. Et surtout, des devoirs conjugaux également. Tout y passe. Et les devoirs familiaux qui ne changent pas, tout y est passé. Donc, partant de là, que ce soit professionnel, entrepreneurial ou pas, moi, je n'ai vraiment plus de doute. Parce que c'est simple, il faudrait que nous-mêmes, nous l'assumions. Ce n'est pas parce qu'on a entrepris, ce n'est pas parce qu'on est dans le formel, parce qu'on a un contrat de travail ou pas, qu'on ne peut pas être leader. On peut être leader sans avoir été à l'école, sans avoir... Voilà. Et pour moi, la meilleure dame leader que j'ai connue de ma vie, c'est ma mamie. Elle n'a pas fait l'école. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, quand je me pose certaines questions existentielles sur comment asseoir un point avec mon mari, avec mes enfants, en société, parce que c'est très, très important, je pense à des phrases impact de ma mamie, mais avec une douceur et une femme qui a toujours obtenu ce qu'elle voulait. Et pour moi, c'est ça un leader. Un leader, c'est pas une bataille, c'est pas de la bagarre.
C'est pas de la bataille, c'est de la force tranquille. Et ça, c'est très, très important pour moi. Je n'ai vraiment pas de doute. Je vois des femmes brillantes ici et encore plus, ça me donne le sourire et c'est vraiment génial. J'ai connu des Ndjayen depuis l'école et qui n'ont pas changé. Non, mais c'est important à savoir parce que cette constance aussi de la femme, cette constance de la femme, parce qu'on entend toujours que motuñu. Mais mot, il n'y a pas mieux qu'être constante dans le temps. Et après 30 ans, parce qu'on parle de 30 ans passés, on se retrouve sur des panels comme ça à parler de choses qui peuvent nous mettre en avant. Pour moi, on a tout gagné. Après, au quotidien, oui, on va se battre. Oui, puisque nous avons surtout des générations à venir. Oui, nous allons éduquer nos garçons à respecter les femmes. Nous allons éduquer nos filles à se respecter, à avoir une place qui n'est pas celle de l'homme et l'homme qui a une place qui n'est pas celle de la femme. Comme moi, je n'ai pas la même place que ma sœur. On n'est pas en train de parler d'une opposition, on est en train de parler d'une complémentarité. Voilà, donc on n'est pas en train d'opposer hommes et femmes, on est en train de mettre la réalité sur chaque individu différent d'un autre. Et à partir de là, il faudrait que chacun sache ce qu'il veut, chacun par rapport à sa vie, à son expérience professionnelle, parce qu'aujourd'hui, une personne, on va dire, comme on appelle, qui a eu son ambition, qui a atteint son ambition de réussite professionnelle en tant que leader féminin, elle ne va pas s'arrêter là. Peut-être que ce leadership-là, elle ne l'a pas chez elle et que ça lui manque. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment on l'accompagne? Comment elle fait? C'est surtout le comment. Toujours la question du comment. Comment on est... En fait, finalement, être leader, c'est être heureux dans ce qu'on fait. C'est-à-dire ne pas avoir de frustration. Exact. C'est-à-dire, quand, par exemple, moi, des amis au Sénégal, bon, je l'ai même vécu, quand nous sommes en télétravail à cause du Covid, et qu'à l'heure de midi, des braves gens, que sont des hommes, qui sont en général physiquement plus forts que nous, viennent nous dire, alors, qu'est-ce qu'on mange? Voilà, je veux dire, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Oui, oui, voilà, il y a tellement de choses. Et encore, une Dioben, elle a toujours le droit de dire, on va manger d'abord ses doigts et la Dioben, elle va terminer sa réunion et après, on verra. Mais quand on vit dans une société où, quand on sort pour travailler, parfois certains se demandent pourquoi on laisse une dame, une aide à la maison, donner à manger à son mari ou aux personnes de la famille et sortir. Alors, une fois qu'on est sur place, bonjour et chapeau pour se faire respecter quand on est en réunion, pour qu'on ne vienne pas nous parler parce que, en fait, ce n'est pas pris en considération. Et pour moi, ce sont des choses à accepter déjà sociétalement, individuellement, et c'est juste parfois aussi de l'éducation, une base de respect et une base de respect de ce que les autres font. Voilà. L'éducation. Merci beaucoup. Merci. Je m'inquiète toujours quand il s'agit d'un bol de riz avec toi, mais j'ai un plaisir fou à t'écouter comme d'habitude. Et tu me dis, ça fait 30 ans, et ça fait 30 ans, j'ai toujours un plaisir fou à t'écouter. Heureusement qu'on n'est pas devant un bol de riz, sinon, voilà. Allez, moi, je propose aux autres de manger leurs doigts et moi, je mange le reste. C'est pas grave. C'est ça. On sait tous pourquoi tu as enlevé le job pour mettre un Diagne. Un Diagne, c'est plus simple. Je me fais griller, ça ne va pas. En tout cas, je suis très fière de toi, Mandjayen. Tu es la seule pour laquelle peut-être un jour je changerai mon nom. Et bon, toujours en négociation. Merci beaucoup à toi, la Avec plaisir. Merci. On va laisser la parole maintenant à Aminata Barrow. Merci, Adou. Oui. Bon, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez, oui? Oui. Bonjour. Oui. Bonjour, on vous entend. Bonjour. Oh, oui, je suis Madame Aminata Barrow, présidente d'association de consommateurs. Je suis femme confumériste. Bon, je suis au Sénégal. Donc,
actuellement, bon, il y a le muezzin, excusez-moi, il y a le muezzin, je vais parler, il y aura le bruit du muezzin, vous allez comprendre. Donc, j'interviens concernant le consumérisme. Parce qu'ici au Sénégal, nous avons 24 associations de consommateurs légalement reconnues. Et il y a des femmes dedans, mais dans aucune structure, dans aucun conseil d'administration, il siège une femme. Alors que nous sommes les gestionnaires par excellence du panier de la ménagère, de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité. Nous constituons 99% des accompagnants dans les hôpitaux. Pour vous dire que la parité n'est que de nom dans le milieu du consumérisme. Et aussi, nous femmes, nous constituons la plupart des analphabètes, la couche la plus vulnérable. Et toutes les études ont montré que la femme est la première victime de flambée de prix et d'arnaque des commerçants véreux et la cible privilégiée par les publicitaires. Elle est l'agricultrice, la nourricière, l'entrepreneuse, l'éducatrice, la soignante, l'assistante, qui peut contribuer à la croissance économique. Et elle effectue la plupart des achats et est manipulée de plus en plus à désirer des biens de consommation, donc alimenter une économie qui dépend de ventes en constante augmentation. La consommatrice aussi s'active dans les partis politiques et constitue un poids électoral très convoité. Quand je dis la consommatrice, par exemple, au Sénégal, nous avons 6 millions de consommateurs. Dès lors, donc, concernant la parité, il est très important de tirer la sonnette d'alarme, puisque la Constitution nous fait d'une électrice éligible à n'être qu'une masse de manœuvres instrumentalisées. C'est ce qu'on voit sur le terrain. Il y a une dame qui a cité les plus impactés. Elle a cité les restauratrices. Moi, je dirais les marchandes ambulantes de la route nationale, RN1, RN2. Elles étaient impactées depuis avec l'autoroute à péage. Vous voyez, par exemple, au Sénégal, vous avez entendu le problème des marchands ambulants recasés à Dakar. On peut les appeler marchands ambulants, mais quant à moi, je ne les appelle pas marchands ambulants. Je les appelle des janarcistes, des marchands ambulantes qui vendent depuis leur arrière-grand-mère du temps de Mobutu Sese Seko, Habib Bourguiba, Léopold Sédar Senghor, Amadou Mahtar Mbow, quand ils étudiaient à l'école de William Ponty. C'est par génération. Maintenant, l'autoroute à péage vient détruire toutes leurs activités économiques sans impact, zéro impact. Zéro impact. Donc, ces femmes sont laissées en rade. Les femmes agricultrices, parfois, on les donne des matériels agricoles. Les femmes qui s'activent dans la pêche, des matériels de transformation avec les quais de pêche construits. Les femmes qui s'activent dans l'élevage avec des camions frigorifiques et autre chose. Mais on dirait que ces dames, ces bonnes dames, ne sont pas de ces pays. Elles ont des organisations. Mais malheureusement, le ministère du Commerce et le ministère de la Femme les appellent. Et ce n'est pas normal. La plupart de ces femmes, aujourd'hui c'est moi qui vous parle, je connais 7 femmes dans une commune de Sébikotane, leurs enfants qui avaient des moyens de 12 jusqu'à 16 en classe ont abandonné les études pour pouvoir postuler dans des jobs journaliers, pour nourrir leur famille. Moi, si je vous venez ici, je vais vous conduire dans des familles. Il n'y a aucune mesure d'accompagnement et c'est très grave.
c'est entre, c'est depuis Rufisque, Bargny, Sendou, Pout, 50, Diass, Sébikotane. Et auparavant, là-bas, la plupart de ces zones étaient occupées par c'était des vergers. Maintenant, le domaine national a tout pris avec le PSE, l'aéroport de Diass. Et ces femmes, aujourd'hui, c'est vraiment triste quand vous venez ici. C'est extrêmement, c'est triste, c'est désolant. Donc, vraiment, avec le Covid, donc vous imaginez comment, donc ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Aussi, pour la représentation féminine dans les structures, comme par exemple ici au Sénégal, je peux dire, SD, il y en a, Seno, il n'y en a pas. Sonatel, il n'y en a pas. Partout, il n'y en a pas. Même là où devaient être les femmes, ce sont les hommes. Et puis, nous, femmes consuméristes, victimes, nous avons signalé au ministre de la Femme et du Commerce, nous sommes victimes de rétention de courrier de la part des hommes. Donc, où est la parité dans ce pays? Quand on nous parle de parité, donc là, vraiment, nous sommes désolés. Cette parité-là, peut-être, elle est respectée au niveau de l'Assemblée nationale, dans les municipalités, ou bien Conseil économique et environnemental, ou bien à l'Assemblée nationale. Mais nous ne voyons pas de parité. Donc aussi, il y a autre chose. Les femmes africaines ne peuvent pas s'épanouir sans que l'État, leurs États, leur aide à connaître leurs droits fondamentaux. C'est-à-dire, par exemple, concernant l'alimentation, ils doivent faire des sensibilisations, surtout pour les femmes, concernant l'alimentation, par exemple. Je prends la sécurité sanitaire des aliments, par exemple, l'éducation culinaire. Concernant le commerce, par exemple, l'apprentissage de la lecture des étiquettes, pour connaître la composition, le mode d'emploi, la provenance. Si c'est l'économie, l'éducation à la consommation locale, par exemple, la lutte contre le gaspillage. Si c'est l'eau, la valorisation de l'économie de l'eau. Si c'est l'électricité, la prévention des dangers électriques. Parce que c'est elle qui éduque les enfants. Aussi, la lutte contre les fraudes. Ce sont les premières victimes et les branchements illicites. Tout ça, si c'est l'habitat, les locataires. Les dames sont toujours en général arnaquées avec les couchers de gauche à droite. La santé aussi, elles doivent maîtriser la chape du malade. Ça, c'est le consumérisme, la sécurité. Même la prévention routière, elles doivent être sensibilisées parce que c'est elles qui éduquent les enfants. Quand l'enfant se prépare pour aller à l'école, la maman peut lui donner quelques leçons de morale concernant la traversée de la rue, etc. Les jouets d'enfants aussi. Les jouets d'enfants. Oui, d'accord. Nous sommes malheureusement rattrapés par le temps. D'accord. Donc là, je vous remercie. Je comprends. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quand on parle de parité ici au Sénégal, vraiment, bon, tout sauf la parité dans certaines instances. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Aminata. C'était une contribution très intéressante. Donc, nous vous remercions pour cette belle contribution. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que nous n'avons que 5 minutes, il me semble. Il y a une autre main, Taïrou, voilà. Taïrou. Oui, bonjour. 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 Oui. Super. Déjà, je tiens à dire bonjour à toutes mes mères et sœurs qui sont sur cette plateforme. Monsieur Ngom, on est en infériorité numérique, mais c'est pas si mal que ça. Et déjà, également, Madame Barrault, parce que son récit vraiment fend le cœur. Elle nous parle tellement bien des problèmes qui touchent la société aujourd'hui, que ça prouve encore une fois que les femmes sont plus au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés. Et je dois saluer d'ailleurs Madame Khadissi, si je ne me trompe, qui disait qu'il faut revenir en arrière et savoir que nous étions dans des sociétés matriarcales.
C'est très important de le savoir parce qu'aujourd'hui, cette crise, pour moi, elle montre encore une fois que le monde tel qu'il est aujourd'hui est en train d'échouer. Donc, il faut penser la société, il faut penser nos civils. Et d'ailleurs, je ne le dirai jamais assez, je remercie le professeur Ndayastou Ndiaye de nous donner cette plateforme qui permet de parler d'afroféminisme, d'accord, mais également de tout ce qui touche le panafricanisme. Et ce qui est essentiel pour tout ça. Je suis d'accord avec vous, Madame Si, sur le point que vous attendez encore que les choses bougent avant de rentrer, mais je tiens à vous dire de rentrer et apporter votre pierre à l'édifice pour le changement de l'Afrique. Donc aujourd'hui, cette crise, il faut savoir que c'est une crise économique avant toute chose. Avant qu'il nous amène cette maladie, je suis loin d'être complotiste, mais il faut savoir qu'à Londres, il y a eu une crise économique énorme pour les bourses plutôt, et que le crash financier qui s'annonce, la crise économique qui s'annonce, sera beaucoup plus dur que la crise de 1929. Donc, je vous le dis, si vous avez des actions, si vous travaillez, placez tout cela et rentrez vite parce que ça va être très dur là-bas. Je vous le dis. Vous êtes là-bas, je vous le dis. Essayez de rentrer, investir. Rentrez, on va construire l'Afrique nouvelle parce que chaque fois qu'il y a une crise, il y aura également un nouveau départ. Les Africains sont mal lotis en général. Je crois que Ngom et moi, on a une chance, c'est qu'on est des hommes, parce que les hommes africains, même si on est mal lotis, les Noirs sont mal lotis, mais il y a encore plus bas, c'est-à-dire les femmes africaines. Et je vous entends parler de leadership. Je dois vous dire, mesdames, que vraiment, ça ne va pas être facile pour vous. Ça ne l'est pas pour aucun Africain, mais pour vous, ça ne le sera absolument pas parce que nos sociétés sont malades. Il faut le constater. Madame Traoré, j'ai également aimé votre intervention parce qu'elle nous montre, si besoin en était également, que les femmes sont les leaders de ce monde, multitâches, d'accord. Je suis d'accord sur l'entrepreneuriat aujourd'hui. Son cours. Il y a une censure que le gouvernement a sur les réseaux. Il y a une censure pour comprendre que les jeunes filles, les femmes sont très actives. Il y avait beaucoup plus d'activistes femmes que d'hommes. Quand il y a eu cette censure, j'étais surpris, même si c'est mon domaine, de voir ces femmes nous donner des techniques de contournement contre la censure. Comment utiliser les VPN, comment contourner la censure gouvernementale. Elles sont très actives. C'est une question qui nous touche tous, mais je pense que vous devez faire encore beaucoup plus de bruit qu'avant. C'est-à-dire, avant, il y avait les casseroles, et aujourd'hui, je vous le dis, il faut des plateformes comme celle-là. Merci encore, Dr Ndayastou Ndiaye, mais il faut utiliser le digital pour faire entendre vos voix. Il n'y a pas autre chose. Ça ne va pas être facile pour vous. Le leadership ne se donne pas. On ne va pas vous le donner facilement. Des fois, je vous entends, j'ai l'impression que vous tournez en rond. Vous tournez en rond. On ne va pas vous le donner. Et je comprends que physiologiquement parlant, dans les ménages, quand on pense qu'à 40 ans, il y a la ménopause, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Par contre, je vais terminer par ça. Vous êtes braves, vous êtes nos mères, vous êtes nos guerrières. Il y a Madame Barrault qui disait que c'est les femmes qui éduquent les enfants. Je vais terminer par ça. Les enfants, c'est le futur d'une maison, mais d'une nation également. Donc, vous faites beaucoup plus que ça. Vous êtes en train de construire nos nations et l'Afrique de demain. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Je pense que vous résumez assez bien justement tous les enjeux qui se posent
Et moi, je m'en vais profiter aussi pour remercier Ndeye Astou de m'avoir convié à cette rencontre et remercier aussi toutes les intervenantes pour la qualité des débats qu'ils ont suscités. Je voulais en profiter également, troisièmement, pour présenter ce livre que je viens de publier aux éditions de l'Harmattan, Femmes au Sénégal. Ok. Le sous-titre, qui est la thèse du livre, sur les dynamiques d'inclusion, les dynamiques imbriquées d'inclusion-exclusion au Sénégal depuis l'indépendance, essaie d'analyser toutes les configurations politiques sénégalaises post-indépendance pour voir comment est-ce que d'inclusion politique et d'exclusion politique s'imbriquent. En réalité, moi, j'avais constaté que la plupart des travaux sur cette question-là, femmes et politique, faisaient une analyse très linéaire ou parfois très séquentielle, en opposant des dynamiques d'exclusion comme d'exclusion supposée, religion, les traditions africaines, beaucoup de choses que l'on connaît, et donc des dynamiques d'inclusion de l'autre. Donc, je me suis dit, ça ne pouvait pas être aussi simple, aussi stable dans le monde réel. Et j'ai essayé d'interroger ces différentes configurations. Et donc, le travail que je fais en analysant la période du parti unique, l'ouverture politique, l'émergence des mouvements féministes à partir des années 70-80, et toutes les transformations sociales qu'on appelle par exemple la wolofisation ou les lois sur la parité, comment est-ce que dans toutes ces dynamiques, dans toutes ces configurations, voilà, on ne peut pas analyser de manière linéaire cette évolution politique des femmes qui est faite de stagnation, de progrès, mais aussi disons, de recul également depuis l'indépendance. Et donc, c'est pour cela que moi, je fais ce qu'on pourrait appeler une analyse pas linéaire, mais dynamique de l'évolution politique des femmes au Sénégal depuis l'indépendance. Alors, je suis d'accord avec Tahirou qui disait que oui, c'est un combat pour les femmes, mais c'est un combat que tout le monde, y compris le monde de la recherche, toutes les associations de la société civile doivent mener ensemble, non pas seulement pour les femmes, mais pour tout simplement pour l'égalité et donc pour la justice. Voilà, que nous avons tous comme principe. Et donc, c'est cela ma contribution. Et je n'aurai pas l'occasion de le présenter de manière plus détaillée, mais voilà. Je vous recommande mon livre. Je vous recommande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va redonner la parole aux deux intervenantes principales, en tout cas à Madame Fatoumata Kane et à Madame Fatimata Kane. Oh. Voilà, d'abord à Madame Fatoumata Kane, tout en remerciant Saliou, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et je suis en train aussi de poser une question, mais une question imbriquée pour tout le monde. Donc, vous pouvez y répondre sur l'adresse email que je vais laisser. Ça nous permet de remplir notre cahier de charge pour les webinaires d'avant et les webinaires à venir. Merci beaucoup à tout le monde. On laisse la parole à Madame Fatoumata Kane. Merci Madame Ndiaye. Je suis vraiment comblée d'avoir eu l'opportunité de passer ce moment précieux avec vous tous. Les interventions étaient très brillantes et très pertinentes. Je vais juste revenir sur l'intervention de, je pense, Tahirou et de M. Ngom, des deux hommes. Qui parlait, bon, ça va être bref, hein, qui parlait de leadership qui s'arrache.
Je pense qu'on a dépassé ce stade. On n'est plus à ce niveau-là. Nous sommes à un niveau, je pense, où le constat est déjà fait de ce dont on a besoin, de ce qui va bien et de ce qui va moins bien. Et je pense qu'on est tous conscients de la manière maintenant dont on doit procéder pour avancer. Évidemment, il y a beaucoup de contraintes sociales, si je puis m'exprimer ainsi. Mais je pense que le principal défi qui se pose aux femmes maintenant, c'est la confiance en soi. Le leadership, il est là. Il n'est pas valorisé, mais il est là. Maintenant, comment avoir assez confiance en soi pour imposer ce leadership comme quelque chose de valable, qui est important pour faire avancer toute la société sans, comme elle l'a dit, je ne sais pas si Mme Diaye qui l'a dit tout à l'heure ou Mme Diop, ce n'est pas une question de confrontation, c'est une question de droit, c'est une question d'équité. Voilà ce qu'on veut, voilà où on va. Et on va y aller ensemble. On ne sort pas de notre société, on ne sort pas de notre cadre social. On va aller tranquillement. Pour nous, je le disais lors d'un autre webinaire il n'y a pas très longtemps, c'est un peu plus compliqué pour ma génération, mais pour la génération de mes filles et de mes petites filles, ce sont des choses qui vont se faire. Sortons juste des cadres préétablis et ayons un peu de créativité pour savoir ce qui nous convient. Il est vrai, M. Ngom l'a dit tout à l'heure, et c'est pour ça que je l'ai taquiné là-dessus. Il a parlé du fait qu'on se conforme, si j'ai bien compris, plus à des modèles qui sont préétablis et qui sont axés sur le côté professionnel et qu'on ne s'intéresse pas assez au côté privé. Peut-être que ce sont des modèles qui sont préétablis ailleurs, peut-être que ce sont des modèles qui sont présentés par des ONG ou par des organisations qui essaient de dynamiser les organisations de la société civile, et les gens s'engouffrent sans être en capacité de dire non. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire à tous ces partenaires également, oui, nous sommes d'accord pour ceci, mais on aimerait que ça se passe autrement. Voilà ce qu'on souhaiterait rajouter également. Je crois qu'on est dans une phase de confiance en soi et qu'il faut travailler là-dessus et qu'il faut passer ce message-là aux plus jeunes. Je suis très heureuse de la tournure que les débats ont pris parce que j'allais justement, j'ai parlé de la sphère privée. J'ai beaucoup parlé de la sphère privée dans mon intervention parce que je pense que les femmes ont besoin d'être valorisées et d'être mises en avant. Le travail domestique doit être valorisé. Il est aussi important que le travail professionnel en dehors parce que c'est du travail qui n'est ni rémunéré ni reconnu et ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Et il y a l'une d'entre nous qui a parlé également d'harmonie. Je pense que je vais conclure là-dessus. L'important, c'est ça. C'est une question, c'est comment trouver l'équilibre, comment trouver l'harmonie au sein de nos sociétés, au sein de nos couples, de nos foyers, au sein de nos familles. Ce n'est pas une question de jeter la pierre aux hommes, c'est une question d'être bien les uns et les autres. Et c'est ça qui peut établir une société forte. Je pense que je vais m'en tenir à ça. Je vous remercie. C'était un réel plaisir d'être avec vous. Et merci de m'avoir contacté et merci de la confiance. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. On va donner la parole à Fatimata Sow. Fifi, elle nous entend? Allô? Oui? C'est bon? Oui, je dis que ça a été un plaisir, un plaisir de participer à ce webinaire. C'est bon?
Oui, bon? on vous entend, oui. Ouais, ouais. Je disais que ça a été un plaisir de participer à ce webinaire très riche et très fructueux, comme l'a dit tout à l'heure mon homonyme. Donc, c'est pour tout simplement donc, revenir sur certains aspects de M. Tahirou, qu'il a dit tout à l'heure que ce ne sera pas facile pour nous, pour tout simplement donc, prôner ce leadership africain, féminin africain. Effectivement, il a raison. Mais comme l'a dit Mme Kizerbo, les prérequis sont déjà là. Les prérequis sont déjà là. Et vraiment, je fais confiance à la détermination et à la créativité donc, des femmes leaders, pour tout simple, dont les femmes leaders ont fait montre, surtout par rapport donc, à la COVID-19, qu'ensemble, on peut y arriver. On peut y arriver, il y a beaucoup d'obstacles, et ces obstacles-là, il faudra tout simplement donc, les surmonter ensemble et faire de telle sorte qu'on puisse sortir la société africaine de la perpétuation d'un ordre sexuel asymétrique. Cet ordre sexuel, il faut tout simplement qu'on brise cet ordre sexuel et faire de telle sorte que donc, les femmes puissent occuper donc, la place réelle qu'elles doivent tout simplement occuper dans la société. Et là aussi, avant de terminer mes propos, donc, je vais aussi lancer, donc, je vais demander aux femmes leaders donc, d'être très, très vigilantes afin que la COVID-19 ne soit pas utilisée comme étant un prétexte pour restructurer les programmes qui ont été tout simplement donc, définis à l'égard des femmes, ou bien tout simplement pour sous-hiérarchiser ces programmes maintenant ou bien et après même la crise sanitaire. Donc, il faut être vigilante donc, de ce côté, mais aussi tout simplement donc, réfléchir davantage sur comment faire pour faire progresser le leadership des femmes pendant et après la pandémie. C'est extrêmement important. Et aussi penser aux femmes rurales, comme le disait tout à l'heure donc les femmes rurales, et par rapport à ça, trouver aussi donc des solutions pour elles, essayer de voir tout simplement pourquoi ne pas utiliser l'outil informatique pour les former, faire des formations en ligne avec elles pour la création donc, des sites web et tout. Surtout donc, avec la pandémie, il faut trouver donc, beaucoup de solutions qui puissent tout simplement donc, venir à bout d'éventuelles catastrophes. On ne souhaite pas d'éventuelles catastrophes, donc avoir toujours donc, ces mesures de prévention, comme le Covid nous a tous surpris, et faire de telle sorte que donc, mettre en place des mesures qui vont nous permettre ultérieurement donc, de faire face à n'importe quelle catastrophe. Donc, ça a été un plaisir. Et là, je reviens, excusez-moi, sur l'appel. Ce n'est même pas un appel, c'est une affirmation je crois que c'est madame, celle qui a pris la parole en dernier, qui parlait donc de tout. Barreau, consumériste, ouais, qui disait que la parité n'existe pas. Elle existe bel et bien. Hein. Elle existe dans nos textes. Dans nos textes, la parité est là. Maintenant, le problème, c'est un problème d'applicabilité. Il nous appartient à nous tous, en tant que femmes, donc de se battre et d'être unis pour que donc, ces lois-là soient applicables. Parce que la loi, elle est là, mais il faut qu'elle soit applicable et effective. Et cette applicabilité et cette effectivité, c'est à nous de démontrer aux autorités qu'on est là pour faire face à ça. Uniquement. Mais dans les textes, ça existe. Oui, allez-y. D'accord. Non, parce que quand vous dites qu'il y a les textes et il faut que ça soit applicable, donc le décret est bien tombé, elles sont applicables, il suffit juste maintenant de revendiquer. Ouais. Il faut dire ça existe, on revendique, ça doit s'appliquer. D'accord. Non, mais l'applicabilité, on ne peut pas la sentir tant que les personnes à qui ces lois-là sont destinées, donc ces personnes-là ne se sentent pas dans ces lois-là. Exactement. Donc, il faut leur expliquer. Ouais. C'est ça. Exactement ça. Il faut leur dire. C'est un droit qui est là. Donc, mais pour que l'applicabilité soit effective, il faut que ça soit tout simplement bien réceptionné par celles à qui elles sont destinées, ces lois. Donc, voilà ce que je voulais dire donc, par rapport donc, à ces appels et dire vraiment donc, le plaisir qui m'a été donné donc, de participer à ce webinaire. Et vraiment, merci donc, pour la confiance et merci d'avoir fait appel donc, à nous. Et nous restons toujours donc, à la disposition. Merci beaucoup à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir pris part à ce webinaire. Ça a été intéressant. Il y a des propos très intéressants qui se sont dégagés de part et d'autre. Donc, nous venons de remercier en tout cas toutes les personnes, femmes et hommes,
même en minorité, qui ont été là. Et comme quoi les choses, Madame Kane Kizerbo disait tout à l'heure, en harmonie les uns et les autres, moi je dirais les uns avec les autres, puisque c'est un combat de société et que nous ne pouvons y arriver qu'avec les hommes, convaincre les hommes et nous convaincre nous-mêmes d'abord, avec tout ce qu'on a comme bagage, que ce soit des instruments juridiques ou sociétaux, pour pouvoir y arriver. Et donc, merci en tout cas pour ce moment qu'on a toutes et tous partagé. C'était un plaisir, des visages qu'on connaît maintenant, et toutes les personnes qui ont participé. Je remercie aussi le modérateur qui a bien accepté d'avoir été là. Donc, merci à toi, professeur, de nous avoir rejoints et d'avoir si bien modéré ce panel. Merci à toutes les personnes qui nous ont Merci à rejoints vous. aussi. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Bon week-end, reposez-vous bien. Et Merci à à tous. tes marmites pour le souper. Oui, c'est ça. Je sais que tu n'attends que ça. Donc, non, moi j'attends qu'on m'appelle pour que je mange. Alors, déjà, toi, tu n'as pas ce poids. Non, moi j'attends. Je me laisse. Moi, depuis tout à l'heure, on me fait signe comme quoi je dois y aller, quoi. Ah ben, alors moi j'ai juste une question. Monsieur Ngom, est-ce qu'il était à l'UGB? Alors, moi, j'étais plutôt à l'UCAD en première, deuxième année. Ensuite, c'était la Sorbonne à Paris 1. Ben, je sais pas, j'ai fait une année à l'UGB. J'ai eu l'impression de vous avoir croisé quelque part et peut-être ou à Strasbourg peut-être. Non? À Strasbourg, oui. J'ai souvent été à Strasbourg où mon... Ah bah vous voyez, donc je ne suis pas complètement... j'ai pas seulement faim alors. Je sais pas. Ah, oui. Ça doit être ça. J'espère que tu ne l'as pas vu dans un resto ou dans un McDo. Ouais, ça doit être ça. Hein. Je ne devais pas être très loin. Donc, merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci Tourondo. Merci. 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 Allez, au revoir Tourondo. Au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. On va vous offrir du curé. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est génial. Merci beaucoup.